toutes les personnes qui ont investi à Dubaï ont gagné de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. C'est que Dubaï, c'est une start-up géante en fait, qui s'adapte plus vite que le reste des pays. C'est ça l'avantage, et c'est que c'est une ville-monde. C'est qu'aujourd'hui, Dubaï, c'est le monde entier qui regarde Dubaï. C'est le monde entier qui investit à Dubaï. Et c'est la force de Dubaï. Première chose, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs lorsqu'on se lance. Un nouveau marchand de biens va faire beaucoup d'erreurs naturellement. C'est-à-dire que moi, tous les marchands de l'UMDB, ce que je veux, c'est qu'ils fassent des opérations et qu'on fasse des opérations ensemble. C'est-à-dire que je vais sur le terrain avec eux, on fait des deals ensemble et le but c'est de faire ensemble. Et lorsqu'ils voient en fait dans les réseaux sociaux que oui c'est possible, oui on peut faire des opérations, oui on peut avancer, directement ils changent de mindset, ils sont reprogrammés et derrière on peut faire des deals ensemble et avancer ensemble. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité qui incarne la transformation et l'excellence dans l'univers impitoyable de l'immobilier, Nassim Boukrou. Dans cet épisode exceptionnel au Salon Immobilier Neuf, il nous partage non seulement son parcours, mais aussi sa vision pour l'avenir de l'immobilier. Découvrez l'univers des entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'immobilier de Dubaï à travers ce podcast. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des invités de premier plan qui partagent leurs secrets, leur expérience et leur vision pour réussir dans cette ville audacieuse et en constante évolution. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les opportunités infinies que Dubaï offre aux esprits créatifs et ambitieux. Je suis Mounir Ejdal, welcome to Insider. Salut Nassim. Salut Mounir. Donc aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel pour nous. On est au salon de l'immobilier neuf à Porte de Versailles et aujourd'hui on te reçoit. Donc tu es le fondateur de UMDB qui veut dire l'Union des marchands de biens. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'Union des marchands de biens et comment tu en es arrivé là tout simplement? Donc j'ai créé l'Union des marchands de biens dû à une problématique lorsque j'ai commencé à faire mes opérations de marchand de biens. Donc c'est des opérations que j'ai commencé à faire solo. Ensuite j'ai voulu me développer, j'ai vu que c'était bloqué et je ne voulais pas faire appel aux banques. Donc j'ai commencé à trouver des investisseurs, créer mon réseau et ça n'a pas été facile de suite. Ça m'a mis quelques années et je me suis dit ce que j'ai pu faire en quelques années, je pense que je peux réduire en fait cette durée pour les nouveaux marchands et les marchands néophytes qui veulent se lancer. Et du coup toi qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'achat-revente? J'étais sur une... Je voulais absolument faire de l'immobilier, mais je ne voulais pas passer par le schéma classique en France qui est assez long. Et je voulais très rapidement gagner de grosses sommes d'argent pour détacher mon temps et être vraiment libre. Et là, pour moi, la belle opportunité, c'est vraiment le marchand pour trouver entre guillemets ce raccourci sur cette liberté. Alors justement, tu sais, moi qui ai eu une petite expérience dans l'immobilier en France, alors très petite, pas aussi importante que la tienne, justement on a beaucoup ce ressenti que ça prend du temps, tu sais, et toi tu m'as dit un petit peu en off que tu aimes bien les opérations express. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Et qu'est-ce que ça veut dire express? Ça prend combien de temps? Et comment toi tu fais pour avoir de l'express? Oui, donc les opérations express, comment ça se passe? Donc les opérations express, c'est lorsque j'achète et je revends sur un délai très court. On va profiter en fait des problèmes en France. Le problème en France, c'est lorsqu'on va acheter un bien, on a une durée entre 2 et 3 mois minimum pour l'acquisition d'un bien, contrairement à Dubaï et d'autres pays. Et on va dire que ce défaut, ce gros problème, j'en fais tout simplement un avantage, puisque pendant cette durée de 2 à 3 mois, ce que je vais faire, c'est que je vais commercialiser le bien et je vais revendre ce bien. Donc lors de l'acquisition finale, en général, j'ai déjà mon client et mon portage, il peut durer d'une journée à une semaine en fonction de mon client et s'il est prêt ou pas à acheter. Alors mais du coup, comment tu arrives toi à identifier, à évaluer qu'est-ce qui est bon ou pas? Parce qu'on sait bien que pour faire des belles opérations, ça va se passer pendant l'achat. Donc du coup, comment toi tu arrives à identifier, évaluer et aller vite, parce que on est en France. Oui, bien sûr. Il faut identifier le marché. Moi, ce que je fais, c'est que j'identifies le marché. Je connais parfaitement mes secteurs. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la Côte d'Azur, je travaille également dans le nord de la France et sur la région parisienne. Et je connais parfaitement mes quartiers où j'investis. Je ne vais jamais investir en aveugle. Je ne vais jamais demander entre guillemets à quelqu'un d'autre. Je vais aller sonder le marché, connaître le marché, analyser le marché. Et une fois que j'ai tous ces éléments, tous ces métriques, je vais pouvoir me positionner. Mais ce qui est important, c'est vraiment de connaître par cœur son marché, par cœur son produit. Et je fais aussi beaucoup de changements de marché. Donc je vais récupérer un bien classique et je vais le transférer sur un marché d'investisseurs. Et c'est là où je fais la différence et je peux revendre rapidement. D'accord. Et toi, tu as déjà fait plusieurs opérations comme ça? Exactement. Là, j'ai fait des grosses opérations. J'ai fait une opération, par exemple, à Roubaix à plusieurs dizaines de millions d'euros. On est déjà à plus de 30 millions d'euros sur la sortie. Donc là, c'est dans le nord de la France. Je fais des villas, je fais des appartements. Donc je fais plusieurs typologies de biens. Je peux faire des entrepôts, des commerces.
Donc j'ai un large panel de produits que je fais. Par exemple, cette semaine, j'ai fait une opération où j'ai acheté une zone industrielle que je vais découper. Donc je vais découper ça en 4 entrepôts et je vais faire un terrain à bâtir. Et c'est de l'achat-revente express. Alors justement, tu me disais aussi que tu avais plusieurs sociétés, notamment la gestion de patrimoine. Oui. Alors comment tu arrives à intégrer cette stratégie, en tout cas cette expérience dans la gestion de patrimoine avec les opérations express que tu fais en tant que marchand de biens? En fait, la société, c'est une société, c'est une société de conseil. C'est plus une société de conseil pour investisseurs. Et derrière, comme je prépare vraiment des produits spéciaux destinés aux investisseurs, c'est des produits qui passent avec une belle renta et derrière, ça glisse. Puisque ces investisseurs recherchent de bons produits, des produits de qualité et je sais exactement, puisque j'étais investisseur avant eux, ce qu'ils doivent acheter, surtout ce qu'ils ne doivent pas acheter, quoi. Tu sais, moi il y a quelque chose, c'est que tout à l'heure tu me disais un truc important, tu me disais, parce que je te donnais mon expérience, tu sais, bon là je suis au salon de l'IMO, donc Oui. on voit beaucoup de professionnels de l'immobilier et je parlais avec des personnes qui sont dans le métier depuis 10, 15, 20, 25 ans et j'ai ressenti comme un petit ras-le-bol, tu vois, pour être honnête avec toi. J'ai parlé avec une dizaine de personnes et j'ai pas vu à 100% des personnes qui étaient encore motivées, déterminées à faire ce métier, mais plutôt des personnes qui arrivent un petit peu au bout d'une carrière, alors qu'il y en a qui étaient très jeunes, au bout d'une expérience. Et toi, je vois un petit peu dans tes yeux que ça pétille, je vois que tu as encore ce truc et ça te motive. Donc, si tu veux, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu arrives encore à percevoir ces opportunités en France, sachant que tu as quand même un marché qui est en train de tourner un petit peu. Donc comment toi, tu arrives à adapter tes stratégies avec le changement du marché actuel? Il faut dire une chose, c'est que chaque difficulté, chaque problème, Ouais. il y a deux manières de l'apercevoir. Donc soit c'est un problème et on va, entre guillemets, être impacté par ce problème, ou soit on trouve que ce problème, en fait, c'est une opportunité. Et derrière, on change tout simplement notre état d'esprit, notre mindset, et on va aller chercher des opportunités, comme le marché est bloqué aujourd'hui, et on va faire des offres cassées, et derrière, on fait des opérations. Donc je pense que le ras-le-bol, c'est vraiment un blocage psychologique, un blocage d'état d'esprit, où on se laisse porter par le système, alors qu'il faut être créatif, il faut être passionné, et il faut continuer d'avancer. Ça, moi, je le vois. D'ailleurs, ton collègue tout à l'heure me disait qu'à Dubaï, on n'a pas cette possibilité parce que le marché est tellement dynamique. Bon, de toute façon, on en reviendra après. Tellement dynamique qu'en gros, si on n'est pas au cœur de l'action, si on n'est pas impliqué, si on n'est pas sur tous les derniers lancements, du coup, on se fait raser. Mais juste pour en revenir un petit peu à toi, aujourd'hui, il y a une importance dans les réseaux sociaux. Je sais que tu es quelqu'un qui met vraiment le point sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a un plus aujourd'hui d'utiliser le digital, donc le marketing, l'entretien de ces réseaux sociaux dans ta stratégie d'investissement immobilier, de marchand de biens et des gestionnaires de patrimoine? Oui, c'est indispensable puisque ça me permet en fait de me développer. J'ai la chance en fait d'avoir l'UMDB, l'Union des marchands de biens, qui me permet en fait de former de nouveaux marchands et de les accompagner. Par exemple, cette semaine, on a verrouillé un immeuble sur Strasbourg. Donc c'est un immeuble que j'aurais pas pu sourcer moi-même puisque Strasbourg, je ne maîtrise pas Strasbourg, je ne suis pas dans cette zone de chalandise. Néanmoins, on a bloqué l'opération et c'est un deal qu'on va faire en plus. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on crée en fait cette passion. Il y a des personnes qui sont bloquées dans leur emploi ou ou ça peut être même, ils peuvent bosser en promotion en France, ils sont bloqués. Et lorsqu'ils voient en fait dans les réseaux sociaux que oui, c'est possible, oui, on peut faire des opérations, oui, on peut avancer, directement, ils changent de mindset, ils sont reprogrammés et derrière, on peut faire des deals ensemble et avancer ensemble. Oui, moi je me retrouve un petit peu confronté à cette même chose. Justement, tu sais, j'arrive à rentrer beaucoup de mandats à Dubaï notamment. Puisque j'arrive à entretenir un petit peu mes réseaux. Alors à Dubaï, on utilise beaucoup Snapchat, il faut le savoir. Oui. C'est vrai que je sais qu'en France, on est beaucoup Instagram. Alors, on utilise aussi Instagram, mais du coup, c'est vrai qu'on utilise quasiment tous les réseaux et je pense qu'il ne faut pas laisser il faut laisser aucun réseau vide. Je pense qu'il faut tous les alimenter. Tu ne sais pas qui peut venir d'où. Donc pour ça, tu ne dois pas louper aucune entrée, aucune sortie. Et ça, il faut être très très actif. Pour en revenir sur ton cœur de métier, est-ce que tu penses qu'il y a encore un avenir justement en tant que marchand de biens en France? Et si oui, comment UMDB pourrait en tout cas accompagner ces personnes qui souhaitent faire encore des opérations comme ça? Oui, bien sûr. Un avenir en France, oui, bien sûr. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'opportunités. On le voit tous les jours, il y a de nouveaux deals. Ça bouge beaucoup.
Comment nous aujourd'hui on peut les accompagner? C'est en leur montrant en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent expliquer, mais nous on est sur le terrain, on passe à l'action. Moi ce qui est important c'est de faire. C'est-à-dire que moi tous les marchands de l'UMDB, ce que je veux, c'est qu'ils fassent des opérations et qu'on fasse des opérations ensemble. C'est-à-dire que je vais sur le terrain avec eux, on fait des deals ensemble et le but c'est de faire ensemble. Et c'est là où ça fonctionne, c'est lorsqu'on fait des choses ensemble. C'est lorsqu'on fait des projets ensemble, c'est lorsqu'on va prospecter ensemble, c'est lorsqu'on va dealer des deals ensemble, c'est lorsqu'on va lever des fonds ensemble parce qu'on fait que beaucoup d'equity. Donc on lève des fonds, mais que de particuliers et évidemment c'est que des associés, il n'y a pas d'intérêt, et bien c'est là où on fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est ensemble et on a le même objectif, la réussite. Ouais. Moi, si tu veux, aujourd'hui, à Dubaï, moi je me retrouve face à une problématique, si tu veux, c'est que, alors c'est pas une problématique, c'est que de plus en plus, j'ai des personnes qui font des opérations de marchand de biens et qui souhaitent venir à Dubaï et faire exactement la même chose. À part qu'à Dubaï, il y a une chose, c'est que bon, forcément on fait des opérations très souvent dans des appartements qui sont un petit peu anciens, on va chercher à rénover. Donc l'opération elle est simple, j'achète bien, je rénove et je vends. À part qu'il y a un truc à Dubaï, et ça c'est un message que j'aimerais faire passer, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui font des opérations de marchand de biens, qui viennent me voir et me disent voilà, moi je fais ça en France, je fais ça à l'étranger, peu importe dans quel pays, j'ai envie de faire ça également à Dubaï, comment ça se passe? Alors, première problématique à Dubaï, attention, parce qu'on va parler des problèmes, mais il y a également des solutions. Heureusement, parce que sinon je ne serais pas là. Donc la première problématique, c'est qu'on est confronté à des bâtiments anciens où tu sais, on a l'impression qu'il n'y a personne dans la tour. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a personne, c'est qu'il y a des personnes qui sont riches, qui ont acheté des biens il y a 10, 15, 20 ans, qui les utilisent un week-end, 2 week-ends, tous les 6 mois, ou voilà, allez, même pas un mois dans l'année. Et tu sais, ces personnes ne louent même pas leurs biens. Elles ne veulent pas, parce que si tu veux, pourquoi faire de la rentabilité quand tu as suffisamment d'argent pour voilà, et en plus tu préserves ton bien. Donc déjà aller chasser le bien, c'est quelque chose de pas facile, puisque la personne, donc très souvent c'est un Arabe ou un Indien qui l'a acheté il y a 15-20 ans, donc il part déjà avec un agent qui, ça se trouve, voilà, ou il est encore là mais il va pas parler avec toi, donc il en exclut, ou il est plus là et ce mec là il n'a pas envie de vendre, donc il va pas parler avec toi. Donc chasser le bien, déjà, c'est très compliqué. Si toutefois tu trouves le bien, très souvent il est loué. Donc, trouver un bien loué, c'est encore moins facile. Enfin, tu sais, à Dubaï, tu as un truc, c'est que quand tu achètes un bien loué, tu as 12 mois de préavis. Et encore, c'est si tu achètes et que tu veux rentrer dedans, même si tu fais tes 12 mois, tu dois rentrer dedans. Si tu achètes pour revendre, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que si la personne d'avant pose une plainte, donc ouvre un case à Dubaï et te dit voilà, le gars m'a sorti de l'appartement alors que finalement il voulait juste le revendre, et ben ton appartement peut être bloqué pendant 2 ans. Donc chasser le bien, pas facile. Trouver un bien qui est vacant, donc libre, encore moins facile. Donc moi le message que j'ai, c'est on peut faire ce type d'opération, à part que c'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Et je pense comme toi, une opportunité n'en serait pas une, et ça c'est une phrase que j'aime bien dire, une opportunité n'en serait pas une si elle était encore disponible. Donc il nous faut du temps, on a besoin de temps en tant que chasseur de biens, on a besoin de temps aussi pour faire notre métier, parce que la meilleure acquisition elle est sur l'achat. Donc trouver le bon produit au bon moment, se laisser le temps aussi de trouver le bon produit et ensuite démarrer, parce qu'après on a cette deuxième problématique qui va être la rénovation. Il faut savoir qu'à Dubaï, on a quelque chose, alors là on progresse, là on avance. Tout le monde est tout corps d'état. Donc tu te retrouves avec un électricien qui est plaquiste, carreleur, etc. Donc si tu veux, oui on a un problème de finition encore à Dubaï, on travaille beaucoup dessus. On a des promoteurs aujourd'hui qui ont des équipes de rénovation qui travaillent de mieux en mieux. Tu sais, c'est ce que je te disais en off. Hein. Moi, je te dis les bonnes choses, mais je te dis aussi les mauvaises, tu vois. Je ne suis pas là pour mettre les étoiles sur Dubaï, etc. Moi, je suis là pour dire la réalité. Et de toute façon, le but, c'est d'avancer, tu vois, et de progresser, de s'améliorer. C'est pour ça que je fais des podcasts, justement, ça me permet aussi de m'enrichir aussi à titre personnel et de faire profiter à la plupart des gens un message qui est différent du mien, un message qui est différent de celui de Dubaï. Donc voilà, donc la rénovation, il y a, je pense, une grosse part de marché aussi à prendre en tant que professionnel. On n'a pas aujourd'hui des personnes qui... Alors, on en a quelques-unes, attention. Mais voilà, mais en généralité, c'est dur. Moi, j'ai fait à titre personnel une rénovation. Ça s'est bien passé puisque j'ai travaillé avec une architecte française, mais ses équipes ne le sont pas. Donc, du coup,
Elle crie toute la journée pour avoir le résultat qu'elle souhaite, parce qu'elle a des standards en tant qu'architecte française. Et moi, en tant qu'acheteur, en plus professionnel de l'immobilier, j'en ai d'autres. Donc c'est encore plus compliqué. Donc moi, j'y vois un avenir. Moi, je pense que c'est porteur. Je pense qu'il y a un métier. C'est pas facile. Moi, j'ai fait une très belle opération, mais c'est pas facile. Mais surtout, il faut nous laisser le temps. Donc en parlant de temps, est-ce que toi, tu arriverais aujourd'hui à nous évaluer, encore en France, quel est le temps, parce que moi, ça me permettrait de comparer avec Dubaï. Quel est le temps que tu as besoin pour chasser l'appartement, l'acquérir, faire la rénovation et le revendre? En général, je rénove très peu, mais lorsque je rénove, entre l'acquisition, la rénovation et la vente, tu peux compter 8 mois total. 8 mois? Voilà, c'est ça en moyenne. Tu as 8 mois en fait, Alors, l'acquisition. Donc moi, je chasse le bien. Le temps de le signer, je perds déjà 3 mois. Je fais mes travaux, 4 mois et je vends ça en 1 ou 2 mois. d'accord. C'est 8 mois à peu près. Moi, la dernière opération que j'ai faite, elle m'a pris à peu près pareil, Ouais. finalement. Donc, en fait, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de magie. Je pense qu'on est un petit peu sur les mêmes choses. Alors, moi, c'est vrai que j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit que ça prenait plus de temps. Oui, parce que je suis professionnel, donc je fais mes travaux Ah, je comme parlais un avec des pro professionnels ouais, aussi. ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Mais voilà, je pense qu'après, voilà, il faut avoir un bon réseau parce que et je le répète, hein, il faut chasser. Et la partie la plus difficile est là, tu vois. Et en plus, pour chasser, il faut avoir un client qui te suit. D'accord. Donc si déjà le client il est bancal, toi tu vas chasser, tu vas perdre du temps. Donc non. Donc 8 mois. Alors nous sur la partie d'acquisition, elle-même, donc toute la partie notariale que vous avez en France, elle est plus courte ici à Dubaï. D'accord. Donc nous, alors pardon, ici on est en France, mais du coup à Dubaï elle est beaucoup plus courte. Donc nous cette partie elle est plus courte. Mais par contre chasser un bien pour de la rénovation, pour des opérations de marchand bien peut prendre un peu plus de temps. Voilà. Toi, tu travailles sur quelle région ici en France? Moi, je travaille beaucoup nord de la France, Ouais. donc beaucoup près de Lille, donc également région parisienne, mais surtout Paris. Et je suis vraiment beaucoup sur la Côte d'Azur, puisque j'habite sur la Côte d'Azur, donc tout ce qui est autour de Cannes, Mougins, près de Monaco, grande couronne de Monaco, voilà, je retourne le secteur. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite se lancer aujourd'hui dans les opérations de marchand de biens en France? De prospecter, d'être déjà bien entouré, première chose, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs lorsqu'on se lance. Un nouveau marchand de biens va faire beaucoup d'erreurs naturellement. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà d'apprendre, vous entourer de marchands de biens qui ont déjà réussi, apprendre aussi toutes les erreurs. Le but c'est pas de faire les mêmes erreurs parce qu'on va tous faire les mêmes erreurs. Donc apprendre toutes les erreurs de marchands de biens qui ont déjà beaucoup d'expérience et derrière de s'associer et de rencontrer le maximum de marchands de biens pour faire de belles opérations et apprendre. Parce que lorsque vous devez gagner, vous devez apprendre. Et si vous voulez avancer vite, il ne faut pas hésiter à vous associer et avoir une ouverture d'esprit Bien sûr, très large. Tu m'as dit aussi en off que tu connaissais un peu Dubaï. Oui. Tu m'as dit que tu avais un petit peu suivi justement L'évolution. toute l'évolution. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus depuis quelle année, etc. Moi j'ai connu Dubaï depuis 2009. Okay. Donc j'ai connu Dubaï depuis 2009. J'y allais dans un premier temps en vacances. Ouais. Ensuite j'ai multiplié en fait mes venues à Dubaï. Je me suis même installé sur Dubaï. J'ai vécu une année sur Dubaï et j'ai vu le changement. J'ai vu l'évolution. Moi, lorsque je suis venu la première fois à Dubaï, à JBR, tu avais vraiment devant le Sofitel rien du tout. Tu avais juste un grand terrain de sable, un grand parking, il n'y avait rien d'autre. Dans la rue, au niveau des restaurants, tu avais Paul, tu avais KFC, tu n'avais pas grand-chose. Ouais. Tu avais Paul, KFC, tu n'avais vraiment rien. Le Dubaï Mall, il venait d'ouvrir, il n'y avait quasiment personne. Et c'était vraiment un pari sur l'avenir, mais tu te sentais quand même bien, tu vois. Mais il y avait très peu de Français. J'entendais quasiment pas parler français en 2009. Ouais. Tu vois. Et au fur et à mesure du temps, Dubaï, ça a commencé à se démocratiser. Évidemment, ils avaient leur vision. Et évidemment, ça a fonctionné. Et tu as eu de plus en plus de Français qui sont venus en fait à Dubaï. Moi, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais sur Dubaï et j'entendais parler français de partout. Ouais. C'est devenu vraiment une destination. Et je ne m'attendais pas en fait que tous les Français partent à Dubaï, passent leurs vacances à Dubaï et kiffent Dubaï. Alors comment tu peux comparer justement le marché que tu as connu finalement de Dubaï un petit peu avec le marché français? Le marché de Dubaï, en fait, c'est illimité. Ouais. Ça a des points positifs, des points négatifs. Mais c'est illimité, c'est-à-dire que c'est toujours des nouveaux projets. Il faut suivre en fait les projets du CHIR. Le CHIR, s'il y a une vision, il se dit je vais développer cette zone et il y a des gros promoteurs qui vont développer cette zone, c'est ces zones-là qui vont se développer et qui vont grossir. Néanmoins aussi, il peut y avoir des petits soucis. Par exemple, moi j'habitais Cayenne Tower, donc la tour Malabar. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait un terrain devant Cayenne Tower. Je me dis c'est bizarre ce terrain-là, il n'y a rien, il commençait à y avoir des camions, ils ont commencé à mettre des barrières.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une tour devant KN Tower. Tu parles Donc, de ciel. et je me dis en fait que cette tour qui est très belle, mais elle cache la vue des mecs qui avaient Moi j'étais vue marina, donc j'étais pas impacté. Mais les mecs qui avaient une vue mer, tu t'imagines? Tu as une belle vue mer et du jour au lendemain, tu as une tour en face et tu as une vue gâchée. Donc c'était un peu le point négatif, c'est que tu te dis, si tu choisis pas le bon promoteur ou si tu es mal conseillé, tu peux faire des erreurs. Après j'ai appris avec le temps en fait que si tu étais avec des bons promoteurs ou des promoteurs semi-gouvernementaux, ça ne pouvait pas arriver. Parce qu'il y avait vraiment les emplacements de première ordre et tu étais sûr qu'il n'y avait pas de nouvelles tours. Voilà. Mais expérience de Dubaï, c'est expérience positive pour moi, pour ma part en fait, où derrière ça s'est vraiment bien développé. C'est vrai qu'à l'époque, moi lorsque j'y allais à Dubaï, il y avait beaucoup de scams, donc il y avait beaucoup un peu d'arnaqueurs pour les papiers, Ouais. il fallait vraiment faire attention. Et il y avait très peu de Français, il y avait une très petite communauté française et qui n'était pas positive. Là maintenant, je trouve que ça s'est un peu plus soudé et ça fonctionne très bien. Ah, bon, là, tu viens de dire plusieurs choses. Oui. Bon, déjà, la première, c'est sur le marché de Dubaï, effectivement. Il y avait beaucoup de scams, donc c'est pour ça. En plus, bon, tu es arrivé en 2009, en 2008, tu sais, tu as les lois qui sont passées avec les comptes séquestres, donc c'était tout nouveau à l'époque. Exactement. Et c'est le moment, justement, ils ont sécurisé l'acquisition et surtout, ils ont sécurisé le client, donc l'acquéreur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aujourd'hui, bon, tu as parlé de KN Tower. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, tu as fait des investissements ou pas, mais il faut savoir qu'on a quasiment presque doublé finalement entre ce moment-là et aujourd'hui, même avec une vue bloquée. Si je t'annonce les prix aujourd'hui, puisque tu me parles de la tour qui est juste devant, aujourd'hui, on dépasse les 10-12 000 euros le mètre sur des vues mer. Donc, la tour en face, c'est la tour Ciel du promoteur First Group, d'ailleurs, qui va être livrée là bientôt. Elle a pris beaucoup de temps, effectivement. Mais c'est vrai que les prix sont complètement décuplés. On était à moins de 1000 dirhams le square feet avant. C'est vrai qu'on parle en dirhams et en square feet là-bas. Donc pour donner un taux, on était à l'époque à 2500 euros le mètre. Voilà, aujourd'hui, on est plus dans les 4500-5000 euros le mètre, sans vue exceptionnelle, donc sans vue mer, sans vue Bourges, sans vue Fontaine. Donc là, je parle une moyenne. Après, c'est difficile de parler de moyenne à Dubaï, sachant que tu peux avoir une tour d'un côté qui a 10 000 le mètre. Notamment, tu me parles de KN, on va être à peu près dans ces prix-là. Parce qu'elle est très bien finie, elle est haut de gamme. Voilà, elle est quand même bien finie. On va être dans les 6 000, 6 500 le mètre, alors que juste de l'autre côté, Ciel, tu vas être à quasiment le double parce que tu as la vue mer. Mais en tout cas, si tu avais acheté à ce moment-là, tu aurais quasiment doublé ton argent. Voilà. Donc, appréciation du capital, c'est sûr et certain qu'il y en a eu. Moi, je l'ai vu, de toute façon, il y en a eu. Et tout le monde, toutes les personnes qui ont investi à Dubaï ont gagné de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà. Ça, pour moi, ça c'est la partie la plus importante. Moi, je pense que Dubaï, tu sais, tu l'as dit, c'est illimité et c'est surtout pas fini. Toi qui connais un petit peu les villes, qui connais un peu le marché aussi de l'immobilier en général, le marché de Dubaï, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir de mon expérience, qui est plus courte que la tienne, puisque moi, je suis depuis 2017, fin 2016 exactement, moi, j'ai vu un marché, justement, qui a été très remis en question. Un marché, tu sais qu'on peut dire volatile, mais que les personnes qui savent faire de l'argent pourraient dire dynamique. Tu vois, donc en fait, si tu veux, c'est juste la perception de la personne. C'est comme ces gens, tu sais, moi j'ai vu des professionnels de l'immobilier, alors voilà, bon, sans donner de nom, dire qu'il ne fallait pas investir pendant le Covid, dire qu'ils ont perdu l'argent pendant le Covid, dire qu'ils n'investiront plus jamais à Dubaï, puisqu'ils ont eu des mauvaises opérations au Covid. C'est eux qui ont fait les pires choix pendant le Covid, justement. Et n'importe qui te dirait que c'est en temps de guerre que les gens sont devenus milliardaires, en temps de crise, en temps de Covid, c'était nouveau, mais en tout cas, si tu veux, si moi je reprends un petit peu les courbes, oui, tu as eu 2008, tu as eu 2014, et après, du coup, tu as eu 2020, mais même quand le marché a chuté, le marché est toujours remonté. Et ça, c'est pas qu'à Dubaï. En vrai, c'est l'immobilier, c'est la pierre. Mais Dubaï, l'avantage en fait, moi si je peux résumer un peu Dubaï avec mon expérience et tout ce que j'ai pu voir à Dubaï, c'est que Dubaï c'est une start-up géante en fait, qui s'adapte plus vite que le reste des pays. C'est ça l'avantage et c'est que c'est une ville-monde. C'est qu'aujourd'hui Dubaï, c'est le monde entier qui regarde Dubaï. C'est le monde entier qui investit à Dubaï. Et c'est la force de Dubaï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Français qui investissent, mais même si demain, les Français n'investissent plus à Dubaï, ça ne changera rien. Puisqu'il y a toutes les autres nationalités qui vont venir investir à Dubaï. Bien sûr. Et ça fonctionne. Et c'est la force de Dubaï. Là, on peut le voir, puisque même si aujourd'hui, Dubaï n'est pas la ville la plus visitée au monde, mais Dubaï Mall a été l'endroit le plus visité au monde. Tu vois, si on prend au nombre de personnes qui sont revenues, etc. Exactement. Donc, il y a quand même une grosse interaction. Il y a eu plus de 14 millions de visiteurs à Dubaï l'année dernière. Alors, oui, effectivement, il y a des belles opportunités, oui, il y a de belles choses à faire à Dubaï. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des choses sur lesquelles, et tu en as parlé, le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum met des actions en place, notamment
l'écologie. Tu vois, donc là, tu as plusieurs plans. Tu as le Dubaï 2033, tu as le Dubaï 2040, le Dubaï 2050. Tout le monde parle du Dubaï 2040, mais il y a beaucoup plus de choses quand on regarde et qu'on recherche, puisqu'on est intéressé par ça, qui vont se développer et qui se développent. Tu sais, là, au salon de l'immobilier, d'ailleurs, c'est ça, le salon d'immobilier neuf et de la rénovation énergétique. Tu sais, la première question, c'est « Oh, mais Dubaï, la pollution ». Alors ouais, d'accord, c'est vrai, il y a de la pollution. Moi, je regarde les courbes et je regarde quel est mon avenir. Parce que parler du passé, c'est bon, on en a marre. Quel est l'avenir? Moi, je regarde les courbes. Quelle est la courbe montante et quelle est la courbe qui descend? Alors aujourd'hui, on peut voir Paris, la courbe, elle monte. La courbe de Dubaï, elle descend. Pourquoi? Puisque tu as une personne, tu as un dirigeant qui, pour moi, est à la hauteur, qui est la personne aujourd'hui qui est pour moi le plus grand visionnaire au monde, qui est celle, en tout cas, qui met des actions en place rapidement. Puisque une loi peut changer pendant la nuit. Tu sais, la dernière fois, j'étais en train de dormir, 3 heures du matin, on reçoit un message du gouvernement pour dire que tous les employés n'iront pas travailler le matin. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Tu vois? C'est-à-dire qu'il a mis une loi comme ça, pendant la nuit, et tout le monde a reçu l'alarme. Donc, et ça, va mettre un jour férié en France. Exactement, ça n'existe pas, tu vois, c'est pas possible. Bien sûr. Sauf dans le film Coco, quoi, tu vois, avec Gad Elmaleh. Ouais. Mais à part ça. En fait, tout est plus compliqué en France. Tu vois, si demain il doit y avoir un changement, même pour un document, un permis de construire, tu attends 3 mois et encore. Exactement. Parce que les mecs, la veille, ils vont t'envoyer un manque de papier et ça va traîner 6 mois, ça va traîner 9 mois ou même 1 an. Alors qu'à Dubaï, non, ça n'existe pas. C'est une start-up. C'est la force en fait de Dubaï. Ils ont une vision de on est là pour faire du business, on est là pour avancer, on est là pour trouver des solutions. Et c'est leur force. Et c'est ce qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu parles à Dubaï, moi je le vois. Quand j'étais à Dubaï, je recevais des textos. Ah, t'es à Dubaï, super. Et je pense qu'il doit avoir des affaires. Tu vois? Alors toi justement, tu es quelqu'un qui sait capter les opportunités plus vite que beaucoup de ce que tu m'as dit. Tu connais bien Dubaï, donc maintenant la question c'est est-ce que tu explores un petit peu le marché? Si oui, vers où tu veux te diriger? Vers où tu vas te diriger? C'est quoi ton plan d'action? Mon plan d'action, Dubaï, oui. Investir à Dubaï, oui. Faire des opérations de marchand à Dubaï, oui. Je me dirigerai moi personnellement sur des maisons. Ouais. Sur des maisons, dans l'ancien. Okay. Dans des communautés qui fonctionnent, donc des communautés qui sont déjà existantes. Et avec des architectes français de la Côte d'Azur et le savoir-faire français pour les finitions. Et ma plus-value, ça sera vraiment les maisons qui auront de l'âme. Apporter en fait le savoir-faire de la Côte d'Azur, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les maisons sur la Côte d'Azur sont extraordinaires. D'accord. Des architectes hors pair qui font des choses magnifiques et les ramener sur Dubaï et faire la même chose sur Dubaï. Et apporter cette âme et cette petite subtilité. Alors tu sais justement, et c'est intéressant que tu dis ça. Alors moi j'ai fait de la rénovation avec une architecte française, d'accord. Là, bon, c'était une super opération où j'ai fait vraiment un bel equity, d'accord, où j'ai bien gagné. Là, ma dernière opération, là, pendant que je te parle, donc là, pendant que toi et moi on discute, je suis sur l'achat d'un terrain. D'accord. D'accord. Donc, bon, là, c'est plus un appartement que tu vas rénover. Oui, c'est vrai, là, c'est du sable et tu vas bâtir dessus. Oui. Donc, là, je me suis retrouvé. Tu sais, c'est la première fois pour moi. Hein. Moi, je ne m'invente pas des vies. C'est la première fois que j'achète un terrain et je vais construire une maison dessus. D'accord. Le truc, c'est que tout de suite, j'ai commencé à regarder. Parce que j'ai plusieurs opérations de rénovation. J'ai fait de l'achat-revente sur des biens, tu sais, qui sont en construction. J'ai fait des rendements. Enfin, j'ai touché un petit peu à tout, sauf la construction. Et là, je me suis renseigné et j'ai commencé à regarder parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc, je suis parti sur le terrain. Donc là, j'ai acheté un terrain dans le quartier de Shoba Arkland. Ouais. Je pense que tu dois connaître. C'est à Medan. C'est à 7 minutes de Business Bay et du Dubai Mall. Et terrain qui fait 5000 square feet, donc on fait 470 mètres carrés à peu près. Et je suis allé dans l'endroit où tu as les terrains. Et je me suis dit, bon, déjà, il y a un truc qui pour moi va être primordial. C'est que je veux que le constructeur soit en accord avec Dubaï Municipalité et connaisse suffisamment le promoteur pour pas que ça prenne trop de temps. Parce que je pense que déjà là, il y a un problème de temps. On m'a dit que ça pouvait prendre 1 mois, mais il y a des gens qui m'ont dit que ça pouvait prendre 8 mois. Donc moi, je me suis dit tout de suite, non, moi 8 mois c'est mort, je me connais. Dans 3 mois, j'aurais déjà revendu. C'est pas possible, il faut que je commence vite. Donc je suis parti, je me suis baladé et j'ai vu plusieurs fois les mêmes affiches. D'accord. Donc j'ai pris le numéro. Alors j'ai dû donner un biog à la sécurité parce que c'est interdit. Hein. Mais bon. Ouais. On ne citera pas son nom. Il faut je ne connais pas son nom. Mais du coup, je suis parti, je me suis renseigné et j'ai eu plusieurs. Alors, effectivement, j'ai vu des Arabes, des constructeurs, des Indiens. Mais j'ai vu un constructeur russe. Donc,
qui a 18 projets dans le même cluster, tu vois. D'ailleurs, si un jour tu es à Dubaï, je te montrerai où c'est avec grand plaisir. Donc je prends le numéro, tu sais, en plus là-bas c'est trop fort. Hein. Il y a écrit le nom du propriétaire du terrain, il y a écrit le nom de l'architecte, il y a une photo de ta future maison, d'accord, et tu as toutes les spécifications, etc. Tu as ton numéro de permis, tu as tout. Voilà. Donc je prends le numéro, j'appelle et tout, je tombe sur une Russe, super sympa, constructeur. Elle me parle, elle me dit que c'est la Honor. Bon. Et donc là, je me dis, en fait, elle n'est pas architecte. Donc là, elle me dit, non, par contre, je travaille avec un architecte. Donc, elle m'envoie les coordonnées de l'architecte, qui sont super connus. Bon, je cite son nom, puisque voilà, il s'appelle SL Architecte. Et tu m'as parlé de la Côte d'Azur. Et ils ont fait les plus grosses maisons en Côte d'Azur. SL Architecte, c'est un Russe, il s'appelle Alexei. Il fait, là, c'est lui qui fait la future maison de Cristiano Ronaldo. À Jumeirah Bay, ça s'appelle l'île des milliardaires. Et il en a fait partout dans le monde entier. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que je vais, avec cet architecte et ce constructeur qui va me coûter un bras, parce que c'est réellement ça va me coûter un bras, beaucoup plus cher que ce que j'avais en tête. Moi, j'avais en tête la moitié, en gros. Ou est-ce que je vise quelque chose de moins cher pour me laisser plus de marge sur la partie donc achat-revente, si je pense à le revendre, parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu construis, tu sais, tu mets tes émotions, tu mets ton cœur, etc. C'est plus que de la raison, tu vois, ça devient vraiment également de l'émotion. Et là, je crois bien que je vais me diriger vers le luxe, puisque j'ai pas envie de me tromper, puisque pour moi, c'est un projet important, c'est un projet aussi de vie, tu sais, je mets beaucoup d'argent. Les terrains à Dubaï, c'est pas donné. D'accord, aujourd'hui à Dubaï, tu peux avoir une villa à moins de 1 million, 1,5 million d'euros, tu vois, et un terrain quasiment pareil, tu vois. Donc, moi, je pense que je vais viser le luxe. Toi, tu m'as parlé des belles choses de Côte d'Azur, donc je pense qu'on est un petit peu, toi et moi, en accord sur ça. Et donc, toi, clairement, là, de ce que je comprends, c'est faire un petit peu le même type d'opération, mais plus sur de la rénovation. Sur la rénovation et nager dans un océan bleu, puisqu'il ne va pas y avoir beaucoup de concurrence. Ouais. C'est vrai que les Russes sont très bons, les architectes russes sont très bons, les Ukrainiens sont très bons, mais la subtilité en fait des architectes français de la Côte d'Azur et apporter en fait ce petit savoir-faire fera la différence. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Occidentaux qui viennent s'installer à Dubaï pour faire leur vie à Dubaï. Ouais. Et ils veulent retrouver un peu les mêmes codes. Par exemple, moi, cette semaine, j'étais visiter une maison sur Roquebrune, une autre maison sur le Cap d'Antibes. Et les deux personnes sont de Monaco et 2 personnes vendent pour acheter à Dubaï. Ok. Donc, des Monégasques qui ont une vie exceptionnelle, parce que Monaco, c'est exceptionnel, Ouais, bien sûr, veulent acheter tous à Dubaï pour avoir leur résidence secondaire à Dubaï. Et ces gens ont des codes. Ils veulent vraiment des choses extraordinaires. C'est-à-dire l'argent n'est pas un problème, n'est pas une limite. Et on le sait, à Dubaï aujourd'hui, plus on fait beau, plus ça marche. Plus on fait des choses extraordinaires, plus on va vendre. On n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'en France, on se dit dans un secteur, ouais mais non, ça plafonne. On a 8 du mètre ou on a 15 du mètre, on ne pourra pas aller au-dessus. À Dubaï, non. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec la marina, tu sais. Exactement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment aucune limite. Et plus ça va être beau, et plus ça va être cher, et plus ça va se vendre facilement. Puisqu'on a des clients pour, c'est ça. Donc l'avantage en fait, c'est que je pense que tu es dans un secteur extraordinaire et que tu n'as aucune limite. C'est-à-dire que tu peux te faire plaisir déjà, parce que dans tous les cas, quand tu construis, tu gagnes. Et après derrière, ça va te faire plaisir et tu vas très bien vendre. Je suis de toute façon totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas vraiment, on peut parler d'un prix au mètre carré parce que forcément tu as les transactions, tu les divises, et ça te donne une moyenne. Mais ce qui est bien à Dubaï, c'est que justement tu n'es pas plafonné. Je ne te dis pas, moi je vis dans le 14e arrondissement, prix au mètre carré il est à 14 000. Je ne vais pas mettre tant parce que je sais que je ne vendrai jamais plus que 14 000. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Et je suis totalement d'accord. Est-ce que toi, donc du coup, Nassim, quels sont tes plans en tout cas dans ta carrière professionnelle, dans tes investissements personnels et dans le développement de UMDB? Mes plans, en fait, c'est de développer déjà toutes les régions en France, faire le maximum d'opérations en France, ubériser le modèle du marchand de biens. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va faire que de l'arbitrage. On ne va plus chercher nos affaires, on va juste arbitrer les affaires de nos marchands de biens. D'accord. Et avec l'equity pour lever des fonds pour nos marchands de biens. Donc, en faire en France. Ensuite, évidemment, aller taper le marché francophone. Donc, quand je dis marché francophone, la Belgique et la Suisse. Et derrière, on vise les Émirats. Une chose est sûre, c'est que moi, j'irai en éclaireur. C'est-à-dire que moi, je vais commencer à faire des opérations aux Émirats, faire pas mal de maisons, etc. Et une fois que j'aurai le social proof, donc j'aurai, entre guillemets, des maisons qui ont fonctionné, des opérations qui ont fonctionné, je vais commencer à ramener des marchands avec moi sur Dubaï pour multiplier les opérations. Tu vas te retrouver un petit peu dans la même difficulté que moi, je me suis retrouvé avec mon appartement. C'est que tu vas te retrouver à rechercher des maisons dans un marché mature.
Exactement, ouais. Aujourd'hui, de toute façon, je peux te les citer. Hein. Tu as Springs, Oui. d'accord, où tu peux faire des opérations dans les 500 000, 600 000, 700 000 euros à peu près sur des 2 chambres. Tu vas retrouver des quartiers comme Meadows, tout ce qui va être Emirates Living, hein, tu sais, avec Emirates Hills, Oui. etc. Tu as Jumeirah Park, Jumeirah Island, où des gens ont fait des opérations. Tu sais, Jumeirah Island, j'avais une maison à moins de 2 millions d'euros qui aujourd'hui, non rénovée, coûte déjà plus de 4. Donc rénové, ils les revendent à 6-7. Il y a eu une bulle à Jumeirah Island. C'est pas une bulle en fait, c'est juste que le prix a augmenté parce que c'est magnifique Jumeirah Island. Exactement. On est proche de tout. Moi j'ai été visiter quelques maisons rénovées sur Jumeirah Island. C'est magnifique. Exactement. Avec le country club au milieu et la vie, et c'est beaucoup d'occidentaux et ça a bien changé. Et on a eu aussi des communautés en fait, des investisseurs qui avaient plusieurs maisons et qui ont revendu ces maisons qui étaient en mauvais état. Et après avec un petit coup de jeune derrière, la maison elle se vend très bien. Et t'as pas peur d'arriver trop tard? Je pense qu'on n'arrive jamais trop tard quand on a du style et qu'on a du goût. On fera toujours la différence en fait. Très bien. C'est-à-dire qu'au pire des cas, on peut aller voir d'autres marchés, mais on n'arrive jamais trop tard. Dubaï aujourd'hui, on se dit toujours, on arrive trop tard, mais ça évolue. C'est comme la courbe des cryptos ou autre chose. On pense arriver trop tard, mais il faut y aller. Et c'est là où ça va monter. Et Dubaï, pour moi, ça va monter, ça va remonter. Il y a de nouvelles quartiers, il y a de nouvelles tendances. Et le marché, de toute façon, il est loin d'être mature. Moi, j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, je me retrouve face à des investisseurs qui, beaucoup, me disent « Mounir, tu n'as pas un distress deal ». Un distress deal, c'est quoi? C'est un coup de fusil, entre guillemets. Mais on ne peut plus trouver d'opérations comme ça facilement. Et tu sais, les gens, ils ne sont pas bêtes. Hein. Les gens, Exactement. ils font leur analyse, ils font leur recherche, ils connaissent le marché. Donc, achète maintenant et ton distress, tu vas l'avoir. Il faudra juste que tu patientes comme tout le monde. Pourquoi tu veux acheter un bien en 2024 avec le prix de 2021? Non, dis-toi juste qu'en 2027, tu seras content de l'avoir acheté en 2024. Si tu mets ça dans ta tête et si tu es sûr de toi, comme toi tu le dis, avec le test justement que tu as et ton expérience, bah, je ne pense pas que tu puisses te tromper, et encore moins à Dubaï. Et surtout que tu pourras avoir le choix. Parce que des 10 villes, de temps en temps, tu vas avoir un appartement avec un étage qui ne sera pas élevé Exact. ou une vue qui ne sera pas top. Alors que là, tu vas choisir. Et ça va être ta vision et ton choix qui fera la Exact. différence. Parce que tu auras l'étage élevé, tu auras la vue de ce côté-ci avec un nouveau quartier. Et je pense qu'en fait, si tu veux maîtriser ton projet, tu auras plus de chances d'aller sur un produit neuf que sur un 10 villes. Pour moi, c'est ma vision. Bah, écoute, en tout cas, moi je serais ravi de t'accompagner, Nassim, en tout cas sur tes Avec grand opérations. plaisir. Chez DRN, alors aujourd'hui, on a même, donc pour te dire un petit peu qui on est, ce qu'on fait, on a 2 agences immobilières, d'accord. On a la première qui s'appelle DRN Real Estate avec une trentaine de collaborateurs. On fait de l'achat, de la revente, de la gestion locative. Et on vient tout juste d'ouvrir une autre agence immobilière qui s'appelle Lucretia, qui est nichée client premium avec un ticket à 1 million d'euros au minimum, où on va beaucoup plus axer sur justement le prestigieux et le luxe, d'accord, et des opérations comme ça. Derrière, on a également une société où on fait de la gestion d'actifs, donc on fait du Airbnb, donc du saisonnier. Et là, on est en train d'ouvrir justement une société. Je suis passé par beaucoup de partenaires parce que je ne voulais pas le faire, parce que ce n'est pas de mon domaine. Mais j'ai été déçu de beaucoup de partenaires. Et donc, du coup, là, je suis en train d'ouvrir ma société également de création de société, d'obtention de visa et d'accompagnement sur du montage fiscal, puisqu'on a beaucoup de demandes là-dessus. Et d'accompagnement sur de l'expatriation, ouverture de compte bancaire, visa résident 2 ans et 10 ans, comme tu sais, sur le Golden Visa. Donc c'est magnifique, en fait, c'est un accompagnement clé en main en fait, c'est que du clé en main. C'est-à-dire que le client à distance, il peut l'acheter parce qu'on sait que déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont super ravies et derrière, ils ont confiance, première chose. Et deuxième chose, tout est géré, que ce soit l'achat, la location, le passeport, le visa, c'est ça qui est beau en fait. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les gens, ils veulent la facilité de toute manière. Moi, je pense que aussi, donc je suis d'accord, hein, je pense que ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est avoir la vie d'un passionné. Exactement. Et en tout cas, moi, je suis passionné par mon métier. Et je le vois moi personnellement, quand je te vois, de toute façon quand c'est par là, j'ai vu que tu étais passionné, tu étais dedans. Comme toi, et voilà. je vois. Et c'est ce que je te disais, hein, c'est rare malheureusement de voir ces étoiles encore qui brillent un petit peu dans les yeux des gens. En tout cas, Nassim, je te remercie C'est un plaisir. de m'avoir accordé du temps. Je te remercie d'être venu au Salon d'Immobilier Neuf, merci pour ici à l'invitation. Port de Versailles. C'est un grand plaisir. Prochain projet pour DRN également, on est en train d'ouvrir des locaux donc, en région parisienne sur Paris, Génial. justement pour avoir un accueil physique. Je donnerai l'adresse très rapidement, là on est en pleine acquisition. Ouais. D'ailleurs c'est pour ça que je vais étendre mon billet. Mais en tout cas c'était un plaisir d'avoir parlé avec toi. Merci Plaisir beaucoup. partagé. Merci. Merci Monique.